Ferhat Bouda, bonjour. Vous présentez aujourd'hui à la Bibliothèque universitaire une série d'images sur la culture amazigh, c'est-à-dire berbère, qui nous fait voyager à travers l'Afrique du Nord. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de travailler sur les berbères? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, merci pour tout ce que vous faites. C'est important pour nous photographes, c'est important pour d'autres cultures déjà. Le choix de la culture, moi-même je viens de cette culture. Peut-être au bout d'un moment, si je dis ça, hein, attention, j'aime pas que les gens pensent que je suis prétentieux, c'est un travail de nécessité. C'est pas juste faire des photos, partir faire des photos, montrer. Malheureusement, c'est une culture parfois qui risque de disparaître, qui risque. Peut-être on peut sauver encore quelque chose. Il y a des endroits où, voilà, cette culture, elle est encore peut-être en forme que d'autres endroits, en Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Donc voilà ce qui m'a poussé, en fait, c'est par la nécessité de faire un travail. Voilà, donc moi-même, je viens de cette culture, comme je l'ai dit, et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il faut rendre ce que cette culture nous a donné, en fait, pour moi. C'est une petite contribution, vraiment, très... C'est une contribution. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire, je pense. Pour chacun de nous, hein, va faire quelque chose pour sa culture, et c'est ce que j'ai fait. Et si je pars encore par détail, comme je dis, je suis né en Algérie, et au bout d'un moment, on sentait que, je le dis, je le répète, que nous avons parfois, on vit dans un pays où nous avons, ma génération, hein, nous avons les mêmes devoirs mais pas les mêmes droits. Parce qu'il n'y a pas de raison de rentrer à l'école, de ne pas trouver sa langue maternelle. C'est la langue que j'ai tétée chez ma mère, il n'y a personne qui peut me l'enlever normalement. Donc voilà, avec le temps, et tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Là, si je parle de la langue, donc c'est à peu près tout cela qui m'a poussé avec le temps à faire quelque chose. Vous parlez de votre famille qui a eu une influence et figure sur vos images, en particulier de votre grand-mère. Quelle influence a-t-elle eu sur votre projet? Oui, ma grand-mère, on peut dire qu'elle est ma muse. C'est vrai, je parle de ma grand-mère, mais c'est un hommage à toutes les grandes mères. Il y a combien de grand-mères aussi, d'autres femmes comme ma grand-mère, qui n'ont jamais été à l'école. Ils ont contribué toujours, comme je le dis, à l'indépendance de ces pays. Après leur indépendance, ils n'avaient même pas le droit de regarder un film ou bien même la radio. Il y a des endroits, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas la radio avec leur langue maternelle. Et ça, c'est très, très difficile. C'est très violent, en fait. C'est une violence aussi. Donc, si on ne prend pas en considération, c'est des millions de personnes. Hein. Donc, il y a aussi ça qui m'a... On peut dire c'est l'éveil. Ou bien, ouais, c'est une prise de conscience. Juste avec ma famille, si on voit juste sa famille, c'est ça. Et beaucoup, beaucoup de ces personnes, peut-être tous, ils vivent la même chose que ma grand-mère, en fait. Donc voilà, donc ma grand-mère c'est juste un terme, mais toutes ces personnes sont nos frères et sœurs, sont nos grands-parents. En quoi est-ce que les Berbères sont en résistance aujourd'hui? Oui, ils résistent, comme j'ai dit, à des pouvoirs qui les ignorent. Déjà, c'est important. Ils ont résisté au temps. Ils existent depuis des millénaires jusqu'aujourd'hui. Si ce n'était pas la résistance, je pense, ils auraient disparu. Ils résistent, c'est des terrains parfois, c'est des régions rudes, soit parfois il fait très froid, il fait chaud, à la nature, ils résistent à ce climat aussi, tous ces changements. Donc voilà, après peut-être, le terme... on peut choisir un autre terme, mais si j'ai choisi ce terme résistance, c'est par rapport à ça. Donc elle résiste à la politique des pouvoirs centraux. Donc ça, c'est une résistance, la résistance à des pouvoirs. Ne pas considérer quand même son peuple, c'est fou.
Que souhaitez-vous montrer des Berbères et de leur identité? C'est très dur de montrer c'est très dur de montrer ce qu'on ne peut pas montrer, c'est un challenge. Après, le but, déjà le fait d'être là dans un lieu comme ici, à l'université, le fait que les gens découvrent qu'il y a un peuple qui a bien sûr des valeurs comme d'autres peuples, et il a sa culture, il a ses traditions, donc c'est ça que je voulais en fait dire, juste, et de dire aussi, peut-être je répète, on doit faire un petit peu attention, parce que ce sont des populations, à la base, on peut apprendre. Malgré la modernité aujourd'hui, ils n'ont pas cette modernité et tout, mais c'est des populations qui ont une grande valeur. Si on cherche aujourd'hui, entre parenthèses, le bio et tout, chez eux, ils vivent depuis des siècles comme ça. Ils ne savent pas c'est quoi les engrais, par exemple. Donc on va juste partir chez eux, on va voir comment ils font leur jardin, on va apprendre sans se poser des questions. Bien sûr, avec tous mes respects à l'université et en recherche, bien sûr, il faut les faire. Donc il y a beaucoup de choses, ils ont des structures sociales, économiques. Vraiment, entre eux, c'est grâce à ça qu'ils ont vécu. Et nous, malheureusement, on tourne le dos pour ces populations. Si on voit, je donne un exemple, toujours, je le donne comme exemple, les Indiens en Amérique ou les Aborigènes. C'est une perte pour l'humanité. Donc des populations pareilles qui disparaissent, s'ils vont disparaître, on n'a rien appris de ces populations, c'est une perte pour tout le monde. Pas que pour moi qui fais partie de ce peuple. Donc ils ont toute une histoire, voilà, qu'on peut, je pense, apprendre chez eux. Donc c'est ce que j'essaye de dire en général. Après, des images, on voit, c'est un quotidien. Parfois c'est la paix, parfois c'est la guerre. Voilà, c'est un quotidien du peuple. Mais le tout, c'est ce message à peu près. Voilà. Après, toujours, je le dis et je le répète, quand on travaille sur sa culture, toujours, c'est très dur, parce qu'il y a des choses parfois, on essaye de cacher, mais on ne peut pas. Il faut être aussi quand même, voilà, il y a une certaine honnêteté. J'essaye d'être le plus proche possible de la réalité, chacun sa réalité. Donc ce n'est pas une publicité, bien sûr. Il y a aussi une certaine déontologie quand même dans ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est très dur. Parfois, tu dois montrer des choses même qui font mal pour toi-même, mais c'est normal. Voilà, donc après, chaque image, elle peut parler d'elle-même parfois, hein, ou pas. Voilà. Mais le plus important, c'est le tout. Comment avez-vous travaillé sur ce reportage? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche? C'est très différent d'une région à l'autre. Il y a des endroits où je décide de partir sans avoir un contact sur place. J'ai une seule règle partout, c'est pas que dans ce travail, sauf que quand j'ai pas le choix, ma première règle, quand je pars dans un pays que je connais pas, je veux pas arriver la nuit. Il faut que j'arrive la journée pour avoir le contrôle parce que j'ai mon matos avec moi, mon matériel, donc je ne connais pas, donc voilà. Ça, c'est quand il y a une sécurité. Un pays comme la Tunisie, le Maroc par exemple, l'Algérie, donc on prend le matin, on peut trouver l'hôtel à tout moment, même la nuit. Bon, j'évite la nuit juste pour... voilà, ça c'est une. Il y a d'autres endroits où il faut vraiment avoir une personne sur place, donc je fais mes contacts à partir d'ici, ou bien je pars dans une grande ville, à partir d'une grande ville je cherche le contact où je voulais partir, parce qu'avant de partir j'ai une petite idée, mais plus souvent, mon premier voyage, quand j'ai le choix, c'est là que je commence à avoir des idées. J'essaie de ne pas trop documenter, juste avoir le minimum, l'idée, qu'est-ce qu'il y a sur place, pour ne pas être influencé aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est comme ça que je procède à tous mes projets. Quand c'est risqué, je cherche quelqu'un. Quand c'est pas risqué, je ne vais pas dire sacrifier, c'est au contraire, mais quand même c'est frustrant quand on revient sans image le premier voyage. Parfois je reviens avec des images, mais tu as une idée. Et à partir de là,
Voilà, je commence après à faire un deuxième, troisième si c'est nécessaire. Le Niger, j'ai fait un seul voyage parce que c'est des endroits, on ne peut pas faire comme on veut, c'est des endroits parfois risqués dans le nord. J'ai mis plus de temps, mais j'ai eu un contact à partir d'ici, par exemple. Donc j'ai lui dit à peu près ce que je souhaite de faire, qu'est-ce qu'il y a, on a beaucoup parlé, elle m'a dit aussi ce qu'il y a, et c'est comme ça. Donc c'est très différent d'un voyage à l'autre. Comment parvenez-vous à obtenir de telles images dans l'intimité des familles? Ce que j'aime dans la photo, c'est exactement ça. C'est de partir chez les gens, c'est très dur. De taper à la porte et de dire, voilà, je suis photographe, je vais rester avec vous et je vous photographie. C'est à peu près ça, mais ce n'est pas de cette manière, bien sûr, mais c'est comme ça. Mais avant qu'on arrive à ça, c'est exactement de créer une confiance. Et pour moi, si je n'ai pas confiance avec les gens, je ne peux pas rester chez eux. S'ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas m'accueillir. Donc, je me comporte vraiment comme ça. J'essaye toujours d'être avec les gens, sauf parfois, on ne peut pas trouver tout ça, comme à Siwa, par exemple. Siwa sont très conservateurs. Ils m'ont accueilli à la maison, mais on ne voit jamais, par exemple, les femmes à l'intérieur de leur maison. Donc et je l'accepte, donc je travaille autrement. Il y a des gens avec qui je travaille, qui m'accompagnent, bon, pas vraiment m'accompagner, parce qu'à Siwa, c'est pas dangereux, c'est pas... Voilà, mais on a besoin parfois de quelqu'un pour nous déplacer, pour nous montrer des choses. Voilà, sinon, le but, ce que j'aime dans la photo, c'est vraiment de partager un moment de vie avec les gens, en fait. Je pense que la photo, c'est un prétexte c'est très beau de vivre un peu de... Comment dire? C'est très beau de vivre un peu une étape, voilà, une étape de vie avec ces personnes. Pouvez-vous nous parler de la photo qui se situe derrière vous? Oui, Safia. Ça, on l'a écrit dans la légende. C'est la première femme que j'ai rencontrée au Maroc, à Tinfiam, pardon. À Tinfiam, donc je voulais rencontrer ces populations bien, qui vivent dans des grottes, qui se déplacent dans une grotte à l'autre. Donc la première fois que je l'ai rencontrée, bien sûr, elle m'a accueilli avec la personne qui m'a accompagné. Elle nous a très bien même accueillis. Quand je lui proposé, je lui expliqué le projet, bien sûr, elle m'a dit non, prenez votre thé et vous partez parce que les Européens, il m'a considéré comme un Européen, vous venez pour voler nos enfants. Bon, c'est ce qu'il m'a... La personne qui m'a accompagné, c'est exactement les termes qu'il a utilisés, hein, pour voler nos enfants. Et, bien sûr, ça m'a touché, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et c'est tout à fait normal, quelqu'un qui vient de loin, c'est ça la confiance. Mais je suis resté là-bas plusieurs jours. J'ai habité à côté, dans un autre... il y a une photo ici, parce qu'à côté de ces grottes, il y a quelques maisons en pierre, et, voilà, chez une autre famille. Et chaque jour, je viens chez eux. Et elle m'accueille avec le thé, on parle. Bien sûr, elle ne voulait pas que je la photographie. Jusqu'à un moment, une semaine, 10 jours, il a accepté. J'ai photographié toute sa famille, tous les autres. Voilà, parfois c'est comme ça, on a besoin du temps, la patience. Après, ça me rappelle, c'est très symbolique. Cette photo, je pense que ça raconte toute cette histoire. Pourquoi ça raconte l'histoire? Déjà, il y a la présence des femmes importantes dans ce projet. C'est une femme parce que c'est elle qui tient cette culture. Pour moi, c'est la colonne vertébrale de notre culture. C'est grâce aux femmes si on vit encore aujourd'hui. Deuxièmement, il part dans ce noir. Et elle est très représentative. Pour moi, elle-même, c'est une culture. C'est la langue, c'est la tradition elle-même. Et cette langue, elle est là aujourd'hui. Il y a encore une lumière.
Mais si on ne fait rien, elle peut disparaître, elle peut partir dans le noir absolu un jour. Et c'est ça qui me fait peur en fait. Donc il y a cet espoir en moi, mais il y a quand même une certaine crainte si on ne fait pas quelque chose. Je crains vraiment que... Voilà, donc c'est pour ça que j'aime cette photo en fait. Peut-être c'est pas la meilleure, mais elle est très symbolique pour moi personnellement. Parlez-nous aussi de cette image de femme touareg avec des armes en main. C'est une photo qui s'appelle Rabia. Rabia, elle fait partie de ces femmes qui ont intégré le mouvement pour la libération, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA. À un moment, le MNLA a déclaré même, elle a fait une déclaration d'indépendance. Après, il n'y avait aucun pays, bien sûr, qui l'a soutenu. Mais pour eux, c'était clair. Leur territoire va être indépendant, c'est comme chaque rébellion. Donc, Rabia, il fait partie de ces personnes qui ne partaient pas dans le front. Rabia, il est en formation. Et cette scène, ces femmes, ils sont en train de démonter leurs armes et de le remonter. Donc ils apprenaient ça en fait, c'est ce moment-là. Donc ils préparaient ces femmes, pas pour le front, mais ils préparaient pour être dans la police, dans la frontière en fait. Généralement quand ils fouillent des femmes, quand tu rentres à In Khalil où j'ai fait la photo, quand tu rentres, il y a des femmes, donc c'est les femmes qui les fouillent à peu près. Donc ils les ont préparées ou bien ils se préparaient pour ça. Ils étaient convaincus qu'ils vont avoir leur territoire indépendant. Et jusqu'à maintenant, bien sûr, ça n'a pas été fait. Pouvez-vous nous parler de cette image de l'enterrement de l'opposant amazigh Hossein Ait Ahmed en Kabylie en 2016? Donc c'est une image qui a été prise pendant l'enterrement de Hossein Ait Ahmed. Donc les gens, ils se sont dispersés. Et quand je la vois, c'est comme si chacun il part dans ce sens. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ces Berbères, ils sont dispersés dans un énorme territoire en Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'union, mais il y a une certaine union, mais ce n'est pas assez, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire l'union exactement. Donc voilà, donc chaque personne, il peut être une région dans l'Afrique du Nord peut-être. Pouvez-vous, pour finir, nous dire quelques mots en tamazight? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? فنمرت يقضي شنوان فنمرت إلى عرضة يجيا أو لقديش وسكلس في مزرعة في مزيغان دونك ذاين يشبحن ثمازيغ ذاين يشبحن ثمازرعة فنمرت تاساتاس. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci pour ce que vous faites, merci pour votre invitation, pour cette expo. C'est un honneur pour les Berbères d'être avec vous et parmi vous aujourd'hui. Donc c'est à peu près ça. Merci à toi. Merci.